Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial film italien qui est sorti en salle au mois de juin dernier chez nous et que j'ai rattrapé sur le tard, un thriller polar à l'ancienne intitulé Dernière nuit à Milan ou en version originale L'ultima notte di amore, réalisé par Andrea Di Stefano, dont je n'avais vu jusqu'ici aucun métrage, et avec au casting dans le rôle principal un acteur assez célèbre, Pier Francesco Favino, qui a joué notamment pour Marco Bellocchio, mais aussi bientôt pour Pablo Larraín, et dans quelques productions américaines, comme un film Narnia ou le premier La nuit au musée. À ses côtés, nous avons Linda Caridi, Antonio Gerardi ou encore Francesco Di Leva, et l'histoire se déroule à Milan. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ça, c'était pas forcément évident dans le titre d'origine. J'y reviendrai sur celui-ci. On va suivre un policier qui, la veille de son départ à la retraite, va se voir confier une dernière mission, alors qu'une fête est organisée chez lui en son honneur par sa femme et ses collègues. Et donc, avant de partir, on va le mener sur les lieux d'un crime qui le concerne personnellement, puisqu'il y a une victime qu'il connaît très bien. Et jusqu'ici, Franco Amore, c'est son nom, a vraiment eu une carrière tranquille et parfaite sur tous les plans, puisque en 35 ans de service, il n'a jamais tiré un coup de feu, il est vraiment intègre. Du moins, c'est ce que l'on croit, parce que avec ce qui s'est passé là, au moment donc où il prend ses distances définitives avec le métier, on va comprendre qu'il a mis le nez là où il n'aurait pas dû mettre son nez, tout simplement. Et on va revenir 10 jours en arrière, en flashback, pour donc nous mener à ce qui s'est produit ce soir-là, le temps d'une scène d'action tendue assez extraordinaire. J'y reviendrai sans trop en dire. Et donc c'est un film qui nous montre le moment présent donc de cette fête et de cette découverte un peu macabre, le passé récent et ce qui va se produire ensuite dans la continuité sur les lieux donc de ce qu'on peut appeler une sorte de braquage, j'en dis pas plus, mais on voit celui-ci dans le film et on a les conséquences derrière. Et c'est vraiment un film atmosphérique, urbain, polar, très old school sur certains points. D'ailleurs, ça a été tourné en pellicule, mais quand même avec une approche de cinéma actuel, avec un jeu sur les couleurs, sur les contrastes. Franchement, tout le monde à sa sortie l'avait salué, ce film. Certains le qualifient d'ailleurs d'un des chefs-d'œuvre de 2023. On a mis Le Rayon Décalé alias Peggy, par exemple, qui en a parlé en focus sur sa chaîne déjà. Et personnellement, donc, j'attendais de voir ce que ça donne. J'ai été conquis, on va dire, aux 2/3. C'est particulier parce que franchement, si on prend les qualités intrinsèques de cette œuvre, c'est vraiment un des grands moments de bravoure cinématographique de l'année. C'est certain. Rien que sur la scène d'introduction, plan séquence aérien de drone qui nous fait découvrir la ville de Milan de nuit et qui nous rapproche petit à petit vers cet appartement où une fête est organisée et où déjà certains personnages commencent à faire des choses qu'on ne comprendra qu'après. Notamment ce cousin, je crois, qui s'appelle Cosimo, qui est au téléphone, etc. Et puis il y a le petit garçon qui s'avère être le fils de quelqu'un à qui va arriver une bricole. Et quand Franco Amore arrive là, de suite on sent une émotion en lui, mais c'est pas pour les raisons que l'on croit. Et donc franchement, dès ces 5-10 premières minutes, nous avons une leçon de 7e art. On pourrait analyser d'ailleurs toute cette séquence, je pense, à part, que ça vaudrait le coup, parce que Andrea Di Stefano nous plonge dans une atmosphère particulière, un petit peu dichotomique. Oui, ça commence à être la fiesta, mais on sent que derrière, ça cache quelque chose et ça ne va pas durer. Et puis en plus, on a une introduction particulière des personnages, quasiment en faux semblant, et c'est à nous ensuite, spectateurs, de démêler le vrai du faux quand on va revenir en arrière, qu'on va comprendre que Franco Amore, eh bien, il a accepté des choses qu'il n'aurait pas dû, mais pas méchamment non plus. C'est l'engrenage, quoi, avec une famille chinoise locale qui est plus ou moins une forme de mafia, sans en dire plus, avec un vieux parrain sur le déclin qui voit son beau-fils essayer de reprendre le business et d'imposer des choses. Franco Amore est là au moment où il fallait pas être là, parce que paradoxalement, il a sauvé une vie qu'il n'aurait peut-être pas dû sauver. C'est terrible, mais c'est vrai.
Et derrière, avec sa femme en plus qui traîne là et qui a des hautes ambitions peut-être aussi. Enfin, c'est très particulier. Derrière, ça va être l'escalade. Et pourtant, Franco Amore est là, semble-t-il vraiment quelqu'un d'apprécié par tout le monde. Et c'est la chute qui s'annonce à lui peut-être, alors que vraiment il est à 2 doigts de la retraite. C'est vraiment frustrant, quoi. C'est un petit peu l'arme fatale, hein, si on veut, sur certains points. Et c'est brillant. Voilà, toute cette introduction, ce qui va nous mener vers la scène du tunnel, qui est là aussi un brio de cinéma, une mise en scène acérée au couteau, de tension en mode quasi huis clos forcément, où des carabiniers locaux, donc des gendarmes, se méfient de ces policiers soi-disant en mission. On voit d'ailleurs en filigrane cette rivalité entre policiers et militaires, gendarmes, carabiniers, donc italiens. Ça, c'est vrai qu'on pourrait le retrouver en France, par exemple, ou dans un autre contexte aux États-Unis entre le FBI et la police locale. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va exploser. Et c'est brillamment interprété déjà, parce que c'est vraiment jamais dans le surjeu, notamment Pier Francesco Favino, qui est impeccable. Il campe un personnage ici avec une forme de dualité intense, et donc les actes qui vont mener à ce drame-là, sous ce tunnel, avec cette lumière jaune, hein, vraiment, on a le warning absolu, là, hein. C'est presque une forme d'entrée en enfer, quoi, hein, tout simplement, avec l'obscurité qui est autour, et impossibilité de trouver vraiment la lumière à la sortie, et ça va précipiter donc une conclusion sur laquelle j'ai un peu plus de réserve. Alors, pas la toute dernière scène, qui est très maligne parce qu'elle nous mène là où on ne s'attendait pas, à l'image du film qui va nous troubler, nous perturber et nous tromper un petit peu comme ce personnage principal, si on veut, avec les siens, même si c'est plus complexe que cela quand même, hein. Il y a vraiment beaucoup de profondeur psychologique derrière, mais il y a tout un pan de l'intrigue qui se déroule sur les lieux du crime, avec des histoires de diamants, etc. Ah, c'est un petit peu lourdingue par moment. Je pense que le film aurait gagné à être plus direct et incisif, là aussi, sur son dernier acte. Mais hormis cela, donc hormis une trentaine de minutes sur les 2 heures, un peu plus de 2 heures, on tient là vraiment un petit bijou de cinéma italien et tout simplement de 2023, que je vous conseille vivement, hein, qui remet un peu ce polar au goût du jour, mais on a eu quelques films récemment comme cela, Misanthrope par exemple. Je le trouve quand même plus abouti que ce Misanthrope, au passage, parce que niveau feeling, on est vraiment in the heat of the night, quoi, hein. C'est très à l'américaine, mais quand même dans un contexte italien, avec même une musique, mais alors exceptionnelle, qui accompagne d'ailleurs cette scène d'introduction plan-séquence, là, qui est composée, je vais citer son nom, hein, par Santi Pulverenti. C'est entre western à la Morricone, mais donc western urbain, si vous voulez, et Giallo. Bon, c'est que Morricone a composé quelques musiques pour Argento notamment. Il y a vraiment ça, notamment donc ce thème principal, et puis après ça revient. C'est un petit peu plus électronique synthwave par moment aussi. Mais voilà un thème que je vais réécouter avec plaisir, où on sent d'ailleurs que c'est haletant, avec une respiration derrière, et ça annonce ce qui va se produire, grosso modo. Et c'est un vrai panier de crabes, hein, cette histoire-là, dans un Milan tel qu'on l'a peut-être jamais vu, je ne sais pas, en tout cas, récemment. Et ça montre que le cinéma italien se porte fort bien, quand même, parce que bon, il y a Bellocchio, il y a d'autres réalisateurs, Sorrentino et tout, qui sont très très bons là, ces dernières années, mais récemment aussi, on a eu un Nanni Moretti passionnant en salle, qui dit beaucoup de choses, et maintenant que Silvio Berlusconi n'est plus là, je sens quand même que le 7e art transalpin va reprendre ses lettres de noblesse. En tout cas, il y a tout pour, et on ne peut que le souhaiter. N'hésitez pas du coup à dire en commentaire ce que vous avez pensé de Dernière nuit à Milan, l'ultima notte di amore, donc amore c'est pas l'amour là, hein, c'est le nom du personnage principal, ça joue un petit peu là-dessus. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Je vous dis à la prochaine, ciao.